Eh bien, bonjour à tous, nous y sommes, le dernier cours de l'année, la dernière capsule relative à ce programme d'histoire de terminale. On est censé peut-être se revoir à partir du 4 juin, mais alors c'est pas encore si simple que cela, puisque le Premier ministre doit se prononcer jeudi. Voilà, alors la décision est sans doute prise, mais c'est le suspense. Vous aimez bien le suspense ou pas, ou ils n'ont pas décidé, ou au dernier moment ils changeront d'avis, on ne sait pas. C'est d'autant plus incertain que la représentante de la région qui était présente au conseil d'administration continue de dire que la région n'ouvrira pas si l'ordre est donné d'ouvrir, on verra ce qu'ils font après. Donc on n'y voit pas grand chose, on est un petit peu dans le flou. Ce qui est certain, c'est que si ça rouvre, ça rouvrira, du moins pour les terminales, en priorité pour ceux qui préparent leur oral de bac. L'avantage c'est qu'on aura fini le programme, donc ceux que je verrai, on pourra commencer à préparer l'oral. Alors évidemment, s'il n'y a personne qui veut préparer l'oral, d'ailleurs non même pas, parce que je crois que je suis même pas prévu sur les créneaux de terminale. Enfin, on ne sait pas vraiment encore, puisqu'on ne doit pas mélanger des élèves de classes différentes. Donc, je ne sais pas exactement comment tout ça va pouvoir s'articuler. C'est une autre question, on y verra plus clair, on va attendre la décision du Premier ministre jeudi, le discours du ministre d'éducation qui voudra rajouter sa petite couche le vendredi, et le lundi c'est férié, donc voilà, ça va être la rentrée du mardi. Je sais que le jeudi sera une journée pour les secondes, donc c'était prévu pour l'instant dans le protocole. Ceci étant dit, vous n'êtes pas venu pour m'écouter parler de ce protocole de rentrée, mais pour écouter ce dernier cours d'histoire de l'année. Alors on y va. C'est notre grand C, la gouvernance économique mondiale depuis 1944. Bon, il faut ici redéfinir la notion de gouvernance qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire que ce qu'on voit dans le chapitre à chaque fois peut être mobilisable dans une introduction. Maintenant, intéressons-nous sur la recontextualisation en référence à la gouvernance économique mondiale. Avant 1919, il y a bien eu quelques projets, on l'a vu, de coopération internationale pour organiser le monde, mais ça n'avait rien de concret. Ça prend forme avec la naissance de la Société des Nations. Société des Nations qui a échoué, mais qui ne remet pas en cause cette idée d'une coopération internationale pour autant. Et en 1941, avec la signature de la Charte de l'Atlantique, qui écrit « La paix ne peut être garantie que par un ordre économique mondial soutenant la croissance et le développement du commerce international », est inclus dans un certain deux en un, cette idée de coopération entre les États qui doit être politique, mais qui doit aussi être économique, qui doit participer de l'ordre économique mondial. Les mots sont pas anodins. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, le projet d'une gouvernance mondiale, il va utiliser comme levier l'économie. Et la réalisation de cette gouvernance mondiale qui passe par l'économie, elle va être rendue possible parce que les États-Unis d'Amérique, la première puissance économique mondiale, eh bien cette fois, ils veulent jouer de leur influence, à contrario de ce qui s'était passé en 1919. Les craintes de l'époque, ce sont celles d'un retour aux dévaluations des monnaies. C'était un outil qui était utilisé pour rendre compétitives les exportations. On craint aussi un repli protectionniste, surtout de la part des États-Unis d'Amérique, puisqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont la première puissance industrielle au monde. Donc cette fois, ils ont tout à perdre, entre guillemets, à ce que les pays se replient sur leurs industries nationales. Au contraire, pour eux, c'est gagnant d'ouvrir l'économie mondiale et de faire circuler les biens. Et c'est dans ce contexte que va naître un nouvel ordre économique qui est remis en cause par la mondialisation et les nouveaux défis qui se présentent au monde, et la crise du coronavirus en est la dernière illustration. Donc, il faudrait ici définir ce qu'est la gouvernance, donc je vous renvoie aux capsules précédentes, aux cours précédents, et puis on va se donner une problématique quand même, on va se demander, nous, quelles évolutions,
quelle logique de fonctionnement, quelle efficacité a connu l'idée d'une gouvernance économique mondiale. Bon, on va pas faire original, on va faire 3 parties avec 3 sous-parties. Bon, voilà, banco, dirait certains. Premier point, on y va, petit 1, les débuts de la coopération économique mondiale, un nouvel ordre économique associé au système de Bretton Woods, 1944, milieu des années 60. Bretton Woods, alors Bretton c'est B-R-E-T-O-N et plus loin Woods, W-2-O-D-S. Alors normalement en série ES, ça vous est familier. Le premier point, construire un nouvel ordre économique. Construire un nouvel ordre économique, c'est le premier défi, entre guillemets. Le premier défi, c'est celui de reconstruire une économie mondiale. Le conflit, la Deuxième Guerre mondiale, elle a coûté cher, 2000 milliards de dollars de destruction. Des destructions qui ont majoritairement eu lieu en Europe et en Asie. Et le premier État, entre guillemets, à avoir profité, là aussi on peut mettre des guillemets, économiquement de la guerre, ce sont les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vendu des armes, leur matériel à leurs alliés, notamment sous forme de prêts. Et dans la foulée, ils veulent prolonger cet élan. Et pour prolonger cet élan, il y a la nécessité de reconstruire les économies de leurs partenaires et de rétablir des capacités productives pour qu'ils consomment ces produits américains. Alors il n'y a pas que ça, on l'a vu, il n'y a pas que ce projet économique, il y a aussi la volonté de contrer le développement du bloc de l'Est. Et le plan Marshall, il remplit ce double rôle, à la fois sous forme de prêts et sous forme de dons faits aux États, qui vont les conduire pour reconstruire, pour refaire fonctionner leur économie, à faire appel à la plus puissante des économies, les États-Unis d'Amérique. Donc, pour répartir cette aide du plan Marshall, va être créée en 1948 l'OECE, l'Organisation européenne de coopération économique, qui est devenue en 1960 l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est tournant des années 50, c'est le moment où le mot développement va se mettre à être à la mode et à être utilisé partout. Et il continue aujourd'hui à l'être, sauf qu'aujourd'hui on l'a un petit peu repeint en vert et c'est devenu le développement durable. Mais c'est toujours ce dogme du développement qui est servi à chaque fois et qui va avec cette idée d'une croissance économique qu'on doit poursuivre comme objectif, qui est peu critiqué, parce qu'on parle aujourd'hui notamment de croissance verte. Donc vous voyez que le mot a encore une vie et est pas près de s'éteindre demain. Donc l'objectif de l'OCDE, c'était l'intégration progressive des pays démocratiques à économie de marché dans un système d'organisation coopérative. Il y a un autre objectif qui s'ajoute, un objectif de développement des échanges. L'objectif, on l'avait dit initialement, c'était d'éviter le protectionnisme, qui est considéré comme un des facteurs qui a aggravé la crise de 1929. Avec la crise économique, les pays se sont repliés les uns sur les autres et paradoxalement, pour beaucoup d'analystes, c'est ce qui a aggravé la crise économique plutôt que de la solutionner. Et donc la volonté qui est présentée, c'est d'intervenir tout de même en établissant des règles de fonctionnement du système économique. L'option qui a été retenue, c'est celle d'un multilatéralisme qui s'articule autour de la coopération économique entre les différents pays. Et pour cela, il a fallu une mise en cohérence pour que le fonctionnement du système, notamment financier, se fasse de façon harmonieuse, entre guillemets. Alors pas harmonieuse dans le sens de fabrication du meilleur des mondes, harmonieuse dans le sens où il n'y a pas de dissonance entre les différents pays sur les accords qui ont été retenus. Enfin, pour les États-Unis d'Amérique, il y a également un objectif de puissance, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a cette crainte du communisme qui a incité à éviter l'existence de poches de pauvreté. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent dans l'économie des pays de l'Europe qui sont en reconstruction et de certains pays d'Asie
pour les empêcher de tomber dans la pauvreté, parce que dans l'idée de Marshall, un pays pauvre, un pays dans lequel existent des pauvres, c'est un pays qui risque, à ses yeux, de se tourner vers le communisme. L'idée, elle est un peu brute, c'est plus on est pauvre, plus on est prêt à partager la richesse, plus on est riche, moins on l'est. Donc, la liberté des individus, et notamment celle de posséder, doit être protégée par le fait qu'il existe peu de poches de pauvres. Voilà, ça c'était cette idée de construire un nouvel ordre économique qui était notre premier point. On passe au point suivant. De nouvelles institutions internationales, deux points, premier pilier du système de Bretton Woods. On va ouvrir nos livres, page 353, on s'intéresse au document 5 de cette page 353. Je vous laisse prendre connaissance du document, le lire, vous mettez pause, vous revenez après. Donc pour ceux qui ne savent pas, nous travaillons avec un manuel qui est le Magnard de 2012 sous la direction de Hugo Biard, qui a pour titre Regard historique sur le monde actuel, des séries ESL. Voilà, il est vert et violet. C'est pas les meilleures couleurs du monde, mais bon, voilà. C'est pas la question. Donc, quand on s'intéresse au document 5 de la page 353, on a sous les yeux une photographie de cette fameuse conférence de Bretton Woods qui a eu lieu le 4 juillet 1944. Donc, on y voit les représentants des 44 pays alliés contre l'Axe qui débattent afin de définir les termes d'une coopération économique internationale garantissant la prospérité et la paix. 1944, hein. Bretton Woods, c'est dans le New Hampshire, Hampshire, aux États-Unis d'Amérique évidemment, et donc on l'a dit, il y a 44 États présents, ainsi que de nombreux experts économistes, on va y revenir. Et en fait, on a des parlements nationaux qui, du coup, sont relégués à un rôle subalterne. Finalement, ils ratifieront après coup, et ils ne sont pas là dans le travail d'élaboration. Hein. Eux, ils vont ratifier les décisions qui ont été prises à Bretton Woods. Et puis, il y a des pays dans lesquels on n'a pas encore vraiment de gouvernement. La France, hein, par exemple. Donc, parmi les experts qui sont présents, on en a deux majeurs qu'il faut pas oublier. C'est notamment John Keynes, John M. Keynes. Alors Keynes c'est K-E-Y-N-E-S, mais en Sirius vous avez entendu parler de John Keynes. Hein. Et Harry D. White, White comme la couleur hein, en anglais, qui vont avoir des projets concurrents. Et malgré l'influence de Keynes, c'est White, le secrétaire au Trésor américain, qui a le dernier mot. Il va imposer le dollar comme étalon monétaire. Hein, l'idée c'est que le dollar est aussi bon que l'or, hein, en anglais as good as gold. Le projet de Keynes c'était celui de la création d'une monnaie, enfin d'une référence, le Bancor, B-A-N-C-O-R, une sorte de monnaie internationale que voulait Keynes et qui a échoué. Alors, cette définition d'étalon monétaire, il faut la recopier dans votre... L'étalon monétaire, on peut le définir comme l'instrument de mesure de la valeur de la monnaie, fixé sur le rapport entre la valeur de l'or et une monnaie, ou de plusieurs monnaies entre elles. Ça, c'est la définition que nous propose notre manuel. La première conséquence, c'est que chaque État, il doit définir la valeur de sa monnaie en or ou en dollars, puisque avoir de l'or, c'est aussi bon que d'avoir des dollars. Et il est défini qu'une once d'or, alors une once c'est 31 grammes, ça vaut 35 $. Et un taux de les taux de change, du coup, ils vont être stables. Et des taux de change stables, c'est propice au commerce international. Pourquoi ? Bah, ça va éviter les dévaluations des monnaies sans concertation. On va à la page 352, on s'intéresse au document 3, qui est un texte, un extrait de l'accord relatif au FMI, au Fonds monétaire international. Donc c'est un extrait du rapport de Bretton Woods de juillet 1944. Donc, je vous laisse le lire. Donc, les accords de Bretton Woods, ils vont être signés. C'est-à-dire qu'à la fin de ces débats, il y a des accords qui sont signés, qui vont entraîner la mise en place d'institutions. Et parmi ces institutions, on a le FMI, le Fonds monétaire international, qui va exister à partir de 1945, qui a une mission, et sa mission, vous l'avez lu, c'est de réguler l'activité financière. En fait, il veille
à la fixité des parités monétaires. Il va aussi mettre en place des aides via des fonds. En fait, il y a une caisse qui est alimentée par les différents pays, qui a un objectif, c'est aider les pays qui seraient en situation de crise, dans l'objectif de maintenir le système monétaire international qui a été décidé. Et puis, autre institution, on a la BIRD, BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui va être créée en 1946, qui est devenue plus tard, 10 ans plus tard, en 1956, la Banque mondiale. Elle joue le rôle d'intermédiaire financier. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gère l'argent entre guillemets. On passe au troisième point pour finir ce petit 1. Le poids incontournable des États-Unis d'Amérique. Bon, évidemment, les États-Unis d'Amérique, ils sont incontournables. Je vous invite à prendre maintenant le document 1 de la fiche que je vous ai mis en ligne sur le cahier de texte. C'est un texte. Ce texte, il a été écrit par Jack Hadda à propos de Bretton Woods dans Alternatives économiques. C'était le numéro 118 en juin 1944 et le titre de sa communication, c'était Bretton Woods, l'OPA américaine sur l'or du FMI. Et il revient sur cette opposition entre Keynes et White. Alors justement, revenons-y. Je vous laisse lire le document, bien sûr, vous mettez pause, vous venez. Le duel entre White et Keynes, en fait, il illustre le refus des États-Unis d'Amérique pour une monnaie internationale qui aurait été émise et gérée par une banque mondiale, qui aurait agi comme si elle était une banque centrale. Et elle serait devenue, de fait, la directrice d'un gouvernement économique mondial, alors même que les États-Unis étaient en possession des 2/3 du stock d'or. Or, les États-Unis, parce qu'ils sont en possession des 2/3 du stock d'or, ils entendent en profiter. Ils veulent que ça reste leur acquis à eux, leur avantage à eux, et ils veulent pas diluer ce pouvoir dans une gouvernance économique mondiale qui mettrait tout le monde à égalité. Ils veulent tirer les profits, entre guillemets, de leurs acquis. En sus, c'est-à-dire en plus du FMI et de la BIRD, il y avait quelque chose d'autre qui était prévu. C'était l'OIC, l'Organisme international de commerce. Les statuts, ils ont été négociés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies en 1948, c'est la charte de la Havane. Mais, c'est que le Sénat états-unien, il a rejeté cette institution. Pourquoi ? Parce qu'il refuse qu'il y ait quelque chose au-dessus des États-Unis d'Amérique qui imposerait ces règles. Il y a donc ici le refus manifeste qu'on transfère aux Nations Unies une supranationalité à laquelle il faudrait se soumettre. Le document 3 de la page 351, qui nous intéresse également, est un autre texte, le préambule de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, conclu à Genève, le 30 octobre 1947, nous renvoie à finalement ce qu'on appelle le GATT. En fait, la régulation des échanges, elle est confiée au GATT. Alors, au GATT, c'est un peu exagéré, mais elle est liée à ce qu'on va appeler le GATT, le General Agreement on Tariffs and Trade. En fait, ce sont des accords qui sont issus de cycles de négociations multilatéraux. Le premier, il a été signé en 1947 à Genève, vous venez de le lire. Et ces accords et ces négociations, et finalement, ils vont obliger les pays membres à ne pas augmenter leurs taxes douanières. C'est même l'idée inverse qui est insufflée, celle de baisser les tarifications douanières. Pourquoi ? Parce que ça va favoriser les échanges internationaux. On a donc un organe ici qui est un organe de libéralisation du commerce. Il est devenu plus tard l'Organisation mondiale du commerce en 1995. Alors attention, en anglais on ne dit pas l'OMC, en anglais c'est World Trade Organization, WTO. Si vous voyez le jour du bac un texte ou une photo sur lequel il y a marqué WTO, c'est l'OMC dont il est question. Attention, c'est ici quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors, on l'a dit, le leadership des États-Unis d'Amérique, il est incontournable.
Ce sont leurs objectifs qui servent de ligne directrice. Or, le libre-échange, c'est un atout pour leurs exportations. Si comme ils sont la plus grande puissance industrielle au sortir de la guerre, si on laisse les produits circuler, ça va être bon pour leurs exportations. Symboliquement, c'est important, le siège de ces institutions, il va être placé à Washington. C'est-à-dire dans la même ville que la Maison-Blanche. Symbole, entre guillemets, de la puissance diplomatique des États-Unis d'Amérique à l'image du monde. Alors dans le fonctionnement du système, les voix pour les prises de décision au Fonds monétaire international, elles sont réparties en fonction de l'argent qui est versé par chaque État membre en proportion de son poids économique. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous payez pour le fonctionnement des institutions, plus vous avez de voix représentatives au moment des votes. C'est-à-dire que c'est pas un pays, un vote. C'est en fonction de votre participation au fonctionnement des institutions. Et comme le poids économique des États-Unis d'Amérique, il est de 25% du fonctionnement de l'institution, eh bien ils ont à eux seuls 25% des voix au FMI. Donc vous voyez que ça permet aux États-Unis de peser évidemment sur le système et de faire en sorte que le système va vers leurs avantages personnels. Le dollar, il est aussi devenu de fait la monnaie de référence et un outil de puissance. Quand vous regardez le document 2 de la fiche, on a cette fois affaire à une caricature parce qu'il y a en miroir de la création du plan Marshall, il y a pour les pays qui sont à l'est du rideau de fer la création du CAEM par l'URSS qui est un outil qui se veut concurrentiel du plan Marshall. Moscou va interdire aux pays qui sont à l'est du rideau de fer d'accepter l'aide du plan Marshall et puis il faut leur créer un truc de substitution entre guillemets pour les contenter. C'est la CEM qui va beaucoup moins bien marcher, évidemment, puisque le poids économique de l'URSS au sortir de la guerre, ce n'est pas celui des États-Unis d'Amérique. Donc on peut noter, nous, que le monde communiste, il va vivre en dehors de ce système. Et sur bien des points, on peut dire que Bretton Woods, c'est davantage un esprit qu'un système, même si on parle beaucoup du système de Bretton Woods, quand on prend un peu de regard critique, on va voir que c'est davantage un esprit. En effet, les parités fixes, elles vont vraiment être mises en place aux alentours de 1958, et on va voir dans la partie qui suit que finalement elles vont pas durer si longtemps que cela. Voilà, on passe au deuxième point, enfin pas au deuxième point, mais on passe au petit 2, pardon. La coopération économique menacée, contestation du système et libéralisation des marchés. On va du milieu des années 60 au milieu des années 90, cette fois. Pour entrer dans cette partie, on va commencer par le premier point, un système de Bretton Woods remis en question. Bon, le système, finalement, va être très rapidement remis en question. On réouvre nos livres, on s'intéresse d'abord au document 4 de la page 351. C'est un texte de Charles de Gaulle dans une conférence de presse qui a été prononcée le 4 février 1965, qu'on peut retrouver dans les discours et messages, le volume 4, publié à Paris aux éditions Plomb en 1970, et Charles de Gaulle, dans ce discours, s'oppose à l'hégémonie américaine. C'est-à-dire qu'il va critiquer cette mainmise des États-Unis d'Amérique sur l'économie mondiale. Je vous laisse le lire. On complète ensuite avec un deuxième document, le document 5 de la page 359, qui nous amène cette fois à quitter l'Europe pour nous rendre en Moyen-Orient, puisque c'est le préambule de l'accord instituant le fonds de l'OPEP pour le développement international, le 27 mai 1980. On a déjà parlé dans le cours sur le Moyen-Orient de l'organisation des pays exportateurs, producteurs et exportateurs de pétrole, et de leur rôle dans l'organisation, de leur façon de peser dans le monde au travers du prix du pétrole, et on voit qu'ici, qu'ils sont aussi un programme qui vise à donner de l'argent pour le développement, une sorte de plan Marshall parallèle, entre guillemets, qui existerait. Je vous laisse lire le document. Et puis on complète avec un dernier document, le document 4 de la page 361. Ce texte,
C'est une retranscription d'une déclaration qui a été faite par Wari Boumedienne à New York, au siège de l'Organisation des Nations Unies, le 10 avril 1974, où il faisait la promotion d'un nouvel ordre économique international régulé par l'ONU. Alors, on boucle le programme, donc on peut faire un grand retour en arrière avec les premiers jours de septembre. Vous voyez, quand on avait abordé l'histoire, les mémoires de la guerre d'Algérie, et Boumedienne, je vous rappelle, c'est le deuxième président des États-Unis de l'Algérie, qui se substitue à Ben Bella suite à un coup d'État. Donc, au travers de ces différentes idées, on se rend compte d'une chose. Il y a une constante dans ces trois documents. Est-ce que vous la voyez, la constante? Qu'est-ce qui les rassemblerait, ces trois documents? L'idée, c'est qu'il y a des pays industrialisés, ou des pays producteurs de ressources, ou des pays qui sont considérés comme en développement, ou qui viennent d'accéder à l'indépendance, qui remettent en cause ce système de Bretton. On a par exemple Charles de Gaulle, le président de la France, qui critique l'hégémonie économique des États-Unis d'Amérique. On a les pays pétroliers qui en font autant, et l'OPEP qui se veut également une réponse pour peser dans l'économie mondiale. Et à ces critiques, à ces deux premières critiques, s'ajoute celle des pays qui sont nouvellement indépendants, qui viennent d'accéder à l'indépendance avec la décolonisation. En 1955, pour continuer dans cette histoire de la décolonisation, entre guillemets, en 1955, lors de la conférence de Bandung, ces pays qui vont se déclarer non alignés, ils vont annoncer même la naissance d'un tiers-monde. Je vous l'ai dit, initialement, le tiers-monde, c'est pensé non pas comme une entité économique, mais c'est pensé comme une alternative à la lutte que se livrent les deux grands, les États-Unis et l'URSS, dans la guerre froide. Eh bien, au début, tiers-monde, c'est vraiment une notion de non, nous on est les non-alignés, on est la troisième partie du monde. S'il y en avait deux grandes, les capitalistes et les socialistes, eh bien nous serions le troisième modèle. Et plus tard, en fait, tiers-monde, ça va devenir une appellation péjorative pour parler des pays qui ne connaissent pas, qui connaissent un mal développement, entre guillemets. Vous l'avez compris, et je l'ai longtemps annoncé pendant l'année et pendant les cours, je prends beaucoup de précautions avec cette notion de développement. Donc, ces pays réclament une aide financière. En fait, ils demandent, ils disent, nous on a été colonisés, on veut réparation et dédommagement des coûts et des conséquences de la colonisation. Donc, ils réclament cette aide financière, ils veulent aussi des soutiens commerciaux pour pouvoir être concurrentiels dans un monde qui, de fait, va les mettre à l'écart parce qu'ils n'ont, à armes égales, ils peuvent pas lutter. C'est un peu comme si on demandait au football club de Netreville d'arriver à battre le Paris Saint-Germain. À armes égales, c'est pas possible. Si on veut équilibrer le match, il va falloir donner des handicaps à l'équipe du Paris Saint-Germain. Et le commerce mondial, à leurs yeux, il peut pas être équitable, puisque si on joue tous avec les mêmes règles, évidemment les petits vont pas pouvoir s'en sortir aussi bien que les grands. Donc à leurs yeux, l'aide de Bretton Woods, elle est insuffisante. Et l'Organisation des Nations Unies, elle va devenir le cadre de ces contestations. Pourquoi ? Parce que tous les pays s'y expriment à égalité. Il n'y a pas ici de pondération de qui finance quoi. Et donc ça va devenir le cadre des contestations majeures pour les pays du tiers-monde vis-à-vis du système économique mondial et de cette coopération dont ils se sentent exclus. Pourquoi ils s'en sont exclus ? Parce qu'au moment où elle est née, en 1944, la décolonisation, elle n'a pas commencé encore. Donc on n'a pas pensé à eux. La volonté des puissances européennes, c'était de garder leur empire. Donc l'ONU, par l'intermédiaire des pays qui en sont acteurs, elle va se saisir de cette question du développement économique et elle va créer en 1964 la CNUCED, CNUCED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. En fait, c'est en réaction au fonctionnement du GATT qu'elle va naître la CNUCED et au poids des pays occidentaux dans le forum de discussion que constitue le GATT.
Donc elle est fondée, la CNUSET, à l'initiative du groupe des 77, qu'on va appeler le G77. Ils veulent quoi? Ils veulent rééquilibrer les échanges mondiaux. Pourquoi? Pour atténuer les disparités de développement. Et en 1977, le G77, il revendique un NOEI, un nouvel ordre économique international. En 1965, il y a la création du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. En 1967, ça sera l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Donc il y a cette volonté aussi, ici, de l'Organisation des Nations Unies, de compter pour la reconstruction économique et de proposer une sorte d'alternative au système de Bretton Woods qui a été pensé plus tôt et qui excluait, de fait, les pays colonisés qui n'étaient pas encore décolonisés. Donc le système, il est remis en question par les faibles, entre guillemets, au regard de la puissance économique, et par les pays européens qui se sont reconstruits au lendemain de la guerre. Et puis il y a le cas, bien sûr, des pays producteurs de pétrole dans un contexte géopolitique dans lequel ils veulent, parce qu'ils possèdent la ressource que tout le monde veut, peser dans le débat international. Deuxième point. Les États-Unis d'Amérique, fossoyeurs du système de Bretton Woods pour gérer leur propre crise. Bon, c'est finalement les États-Unis eux-mêmes qui vont mettre fin au système. Et pourquoi? Pour gérer leur propre crise. Les États-Unis ils sont pris dans l'engrenage de la guerre froide. Et la guerre froide, elle a un coût, notamment un coût relatif aux dépenses militaires qui décollent. Il y a la guerre de Corée, il y a eu le pont aérien de Berlin, suite au blocus de Berlin, tout ça, ça a un coût. Et puis aux dépenses militaires, il faut ajouter les dépenses civiles, qui sont liées notamment à des investissements en lien avec la politique d'endiguement pour empêcher le développement du communisme, notamment en Asie. Et puis l'autre donnée, c'est que l'Europe se reconstruit. Et ils doivent faire face à une concurrence, alors une concurrence européenne, et puis aussi une concurrence en Asie, avec le développement économique du Japon, qui a été aussi voulu par les États-Unis d'Amérique pour servir de frein à la Chine, qui est devenue communiste. Du coup, la balance commerciale des États-Unis d'Amérique, elle devient déficitaire, parce que eux aussi, les États-Unis en consomment beaucoup et vont se mettre à consommer des produits étrangers. Et ça, c'est pas bon pour la balance économique états-unienne. Donc la guerre du Vietnam, et il y a d'autres dépenses qui vont conduire à un accroissement de la masse monétaire. En fait, les États-Unis d'Amérique, jusqu'à présent, quand ils ont besoin d'argent, ils profitent du fait que le dollar du moins est aussi bon que l'or. Ils ont besoin d'argent, c'est pas compliqué. Ils font fonctionner la planche à billets. Et jusqu'à présent, comme tout le monde veut des dollars, parce que c'est aussi bon d'avoir des dollars que d'avoir de l'or, il n'y a pas de problème. Ils peuvent fabriquer de l'argent sans que ça déclenche directement de l'inflation. Mais il y a quand même, pour ceux qui comprennent les conséquences économiques, un certain dérapage monétaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même une certaine inflation. La valeur réelle du dollar, elle va diminuer alors que la parité avec l'or reste fixe. Et du coup, le dollar, il devient surévalué. C'est-à-dire que le dollar, il va être victime progressivement d'une perte de confiance, parce que les pays se rendent bien compte qu'il y a une différence entre l'économie des règles supposées et de la valeur concrète du terrain. Et les États européens, on en parlait, ils vont notamment se mettre petit à petit à convertir leurs dollars en or. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des dollars et c'est aussi bon que de l'or, je vais justement transformer les dollars que j'ai en or. Or, on a fabriqué plus d'or, on n'a pas fabriqué plus d'or, mais on a fabriqué de plus en plus de dollars, alors que la quantité d'or, elle a faiblement augmenté. Et cette situation, elle va entraîner une instabilité monétaire. Les banques centrales européennes, elles vont chercher à défendre le dollar, parce que comme elles possèdent du dollar, c'est comme posséder de l'or, donc il faut quand même défendre le dollar, et leur idée, ça va être d'empêcher la circulation des dollars. Parce que si les dollars circulent, ça va dévaluer leur valeur. Donc l'idée, c'est on va les empêcher de circuler, on va les bloquer, on va les stocker. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de dollars en circulation. Il y a plus de dollars en circulation que le stock d'or. C'est ce que je vous ai évoqué précédemment.
Et le risque, pour les États-Unis d'Amérique, ça va être d'épuiser leur stock d'or. Si tout le monde convertit ces dollars en or, alors que la quantité d'or est fixe et que ce sont les États-Unis qui possèdent les 2/3 d'or, ils vont eux-mêmes dilapider leur stock d'or. Vous voyez, le système est un peu complexe à comprendre, mais j'espère avoir ici mis le doigt sur les problématiques qui vont vous permettre de comprendre. On va un petit peu plus loin en s'intéressant au document 2 de la page 354 pour continuer notre cours de l'histoire. Et on a ici un nouveau texte qui renvoie à l'allocution faite par Richard Nixon à la nation américaine le 15 août 1971. Et qu'annonce Richard Nixon aux États-Unis, bien sûr d'abord, mais à l'ensemble du monde, ensuite indirectement, qui va décrypter son discours, eh bien, la fin du paradigme de Bretton Woods sur la convertibilité du dollar en or. C'est ça qu'il faut noter. On est en août 1971, et Nixon, il décide unilatéralement. Il n'a pas consulté les autres membres de Bretton Woods, des autres pays qui étaient à cette conférence. Et il dit, c'est fini. Nous suspendons la convertibilité du dollar en or. Pourquoi ? Parce qu'il veut dévaluer le dollar. Il va y avoir une dévaluation de 10%. Et c'est la fin du principe du taux de change fixe. La fin du système de Bretton Woods. C'est-à-dire que désormais, les valeurs des monnaies, elles vont fluctuer librement. Alors, dévaluation. Je sais qu'on n'est pas en sciences économiques, mais dans une copie d'histoire-géographie ici, d'histoire, il faudrait quand même définir c'est quoi une dévaluation. Donc, je vous invite à recopier la définition du manuel qui nous présente la dévaluation comme la décision d'un État de baisser la valeur de sa monnaie par rapport aux autres monnaies. Donc pourquoi ? Pour les États-Unis d'Amérique, l'objectif ici, c'est de pouvoir réexporter plus facilement des produits et limiter cette risque qui pèse sur leur stock d'or à cause du nombre de dollars qui sont en circulation. Dernier point de ce petit 2, désordre économique ou libéralisation des marchés. L'économie des pays occidentaux, elle est déjà en ralentissement depuis la fin des années 60. Le libre-échange, la quête à la compétitivité, notamment plus forte en Asie pour les 4 dragons, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hong Kong, ont déjà participé d'une mondialisation en lien avec la division internationale du travail. Là, je vous renvoie à des choses qu'on a vues en géographie. Et puis la hausse du pétrole en 73, puis en 79, elle a aussi pour conséquence une crise économique. En 1976 sont signés à Kingston, en Jamaïque, des accords de Kingston, et ils sont importants ces accords parce qu'ils marquent la fin officielle des accords de Bretton Woods. Le mode de régulation qui va être adopté, il va être plus souple, et on dérégule totalement l'or. C'est-à-dire que désormais, c'est la dette qui permet de fabriquer de la monnaie. C'est plus en référence à l'or, c'est en référence à la quantité d'argent qui va être produite sur la spéculation de la production. Et c'est l'offre et la demande qui va déterminer la valeur des monnaies. C'est-à-dire que si on veut de cette monnaie-là plutôt qu'une autre, ça va contribuer à faire sa force. Et là, vous l'avez bien compris. C'est un avantage encore pour les États-Unis d'Amérique. Là, je vous invite à lire l'extrait de l'article de Jean-Charles Asselin sur le roi dollar dans les collections de l'histoire sur l'Empire américain, un numéro hors série qui était publié en février 2000, c'était le numéro 7. Et donc il fait quoi ? Il parle de l'influence du dollar depuis 1971, et comme je vous l'ai dit, c'est le document 6 de la page 355 qui revient là-dessus. Donc je vous invite à le lire. Nous, on s'intéresse de façon plus importante encore au document 4 de la page 357. Pour faire plaisir à Renaud, on va s'intéresser à une déclaration qui a été faite au Conseil européen lors du sommet de Bruges le 20 septembre 1988 par Margaret Thatcher, qui était alors la première ministre, la Prime Minister du Royaume-Uni. Cette déclaration, elle est importante. Pourquoi ? Parce que
sous l'impulsion des États-Unis d'Amérique et des Britanniques, la régulation publique elle va être en recul. L'idée, c'est celle de la déréglementation. En fait, les capitaux, l'idée, c'est de les libéraliser eux aussi, dans le même mouvement. En fait, on va se mettre à privatiser tout ce qui était public. Hein. L'idée, c'est que ça doit aller au marché, ça doit être libéralisé. Hein. On est dans ce dogme du libéralisme. Et les entreprises, elles doivent aller chercher leur financement sur le marché financier. Donc, hors du système bancaire classique. Hein. On parle du processus de déréglementation. On peut la définir, comme notre manuel nous le propose, comme la politique économique libérale visant à réduire le rôle de l'État dans l'activité économique et abolir les règles qui contrôlent les marchés. Autre document, pour parler des désordres économiques ou libéralisation des marchés, le document 3 de la fiche, qui est un autre texte écrit par Eric Orsena dans Voyage au pays du coton, chez Artem Fayard, en 2006, et il relate ici une visite qui est faite à la Banque mondiale, et il parle de l'importance de la Banque mondiale. Et nous, une fois que vous aurez lu ce texte, et que vous reviendrez sur la trace écrite, qu'est-ce qui mérite d'être dit ? Que la crise économique, elle touche les pays du tiers-monde, qui sont des pays aux économies balbutiantes. C'est-à-dire que c'est toujours les plus pauvres qui sont les plus touchés lors d'une crise économique. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont quasiment pas de biens, ils sont pas propriétaires de leur maison, ils vivent à crédit, donc évidemment, dès qu'il y a une crise économique, on perd. C'est pas qu'on perd, on perd souvent moins entre guillemets, puisqu'on n'a rien. Voilà, mais tout va être plus cher et on continue à dépendre du reste. Alors que si vous êtes propriétaire de vos biens perdent de la valeur, mais vous êtes quand même propriétaire de quelque chose au final. Ça marche ? Être propriétaire d'une maison qui perd sa valeur, c'est continuer à rester propriétaire de sa maison malgré tout. Donc on perd plus d'argent que celui qui est locataire, puisqu'il ne possédait pas de maison qui perd de sa valeur. Mais au final, il doit toujours payer un loyer qui risque d'augmenter avec la crise. Voilà, où il peut se retrouver à la rue. Vous comprenez la difficulté. Bon, bref. L'expression de tiers-monde, hein, c'est à ce moment-là qu'elle va devenir une expression qualifiant un niveau économique, plutôt que les pays qui étaient non alignés. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire les pays du tiers-monde, ce sont les pays aux économies qui sont balbutiantes. Et c'est l'envolée en même temps de leur dette. Pourquoi ? Parce que pour fonctionner, elles ont besoin d'argent. Et c'est la genèse de la crise de la dette. Or, ces États, ils ont de l'argent à rembourser. Et de l'argent, entre guillemets, qui vient notamment du FMI. Et le FMI, il va devenir une sorte de gendarme des politiques publiques. C'est-à-dire qu'il va imposer à certains pays des programmes d'ajustement structurel aux États qui sont trop endettés pour les aider à recouvrir leurs dettes. C'est-à-dire qu'en fait, ils perdent une partie de leur souveraineté ici. C'est le FMI qui va leur dire quel type de politique économique ils doivent entreprendre, aux yeux de ce qui est la politique idéale pour le FMI, ce qui est en soi discutable. Hein. Ces États, ils perdent vraiment leur souveraineté économique comme quelqu'un qui est trop endetté et à qui la banque dit vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez vendre tel bien. Voilà. Donc on est dans cette situation de mise sous tutelle d'une certaine façon. Et ces orientations, elles vont entraîner un recul de l'État. C'est l'État, il y perd en tant qu'entité qui prend ses propres décisions. Et les pays du tiers-monde, quand ils parlent de cette transition, hein, de ce qui se passe, alors il y a de nombreux économistes ou d'intellectuels des pays du tiers-monde qui parlent d'une nouvelle forme de domination et qui la dénoncent sous l'expression des termes inégaux du marché. Pour finir ce petit 2, on va maintenant s'intéresser au document 3 de la page 357. C'est une autre photographie, celle du sommet des pays les plus industrialisés, le G6, qui est devenu après le G7. Voilà, où on a ici, vous pouvez voir Valéry Giscard d'Estaing, numéro 1, à côté du ministre britannique Wilson. Il y a l'américain Ford en 2, face à eux. Il y a l'allemand Schmidt, le président du Conseil italien, et le Premier ministre japonais. Donc on a ici les pays les plus industrialisés qui sont en place. Alors, le paradoxe, c'est que Kingston, c'est l'émanation des États les plus puissants.
Et en 1975, sous l'impulsion de Valéry Giscard d'Estaing, a eu lieu à Rambouillet la rencontre des 6 plus grandes puissances économiques mondiales, le G6, et c'est lui qui a programmé ensuite le sommet de Kingston. Et pour certains, il y a ici une confiance qui est presque aveugle pour ces chefs d'État qui vont confier l'organisation économique du monde au marché. C'est-à-dire que ce sont les États eux-mêmes qui contribuent à la mise en place de ce système libéral qui dessaisit les États eux-mêmes d'une partie de leur souveraineté économique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce transfert au marché de l'organisation de l'économie, ce sont les États eux-mêmes qui l'ont mis en place. C'est pas le marché qui l'a qui se l'est accaparé. Ce sont des chefs d'État élus, bien souvent démocratiquement, qui l'ont opéré. Voilà, on s'arrête là pour la première partie de cette capsule, et puis je vous attends sur la deuxième capsule.